Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Avec vous de Muriel Roch-Etienne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick, jeune retraité dans le domaine de la santé, afin de discuter autour de la thématique de la désertification médicale et du médical en général. Patrick, merci beaucoup de venir nous rejoindre aujourd'hui. Écoutez, c'est avec plaisir. Donc, j'aurais une question à poser donc à la candidate députée sortante, Muriel Roch-Etienne. Donc, c'est vrai qu'en France, nous n'avons jamais eu autant de médecins en âge d'exercer qu'aujourd'hui. Pourtant, nombreux sont les territoires qui en manquent, constituant ainsi ce qu'on appelle les déserts médicaux, dont on entend beaucoup parler. Alors, comment expliquez-vous ce paradoxe ? Et s'il est réel, comment y remédier et comment attirer les jeunes médecins sur ces territoires en général, particulièrement sur le Tarn. Merci Patrick pour cette question qui est très intéressante. Alors je crois qu'en fait on pourrait en débattre et en discuter des heures tant la réponse est complexe. Alors je vais essayer de synthétiser tout ça. En réalité effectivement on n'a jamais formé autant de médecins. D'abord pour une des raisons principales, si on parle de formation, c'est qu'on a supprimé le numerus clausus. Donc aujourd'hui on forme autant de médecins qu'on peut en former dans nos universités. La vraie problématique, c'est qu'ils ne seront finalement opérationnels que dans 10 ans. Quoi qu'il en soit, la démographie médicale a quand même augmenté sur le nombre de médecins formés aujourd'hui. Alors pourquoi on est en situation de désertification médicale ? Il y a plusieurs raisons. C'est que ces jeunes médecins formés ne choisissent pas forcément comme spécialité la médecine de ville, la médecine générale, en tout cas celle qu'on exerce dans les cabinets libéraux auprès des populations. Et quand bien même ces jeunes médecins auraient choisi cette spécialité, ils ne souhaitent plus travailler à l'ancienne, comme on dit, c'est-à-dire travailler tout seul dans des territoires ruraux où le travail s'exerce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une disponibilité totale, je dirais, du médecin. Et en cela, on peut les comprendre. Aujourd'hui, les modes d'exercice ne sont plus les mêmes. Donc, en fait, même si on n'a jamais formé autant de médecins, il y a une pénurie parce que les médecins, les jeunes médecins s'installent pour la plupart dans des territoires urbains, des métropoles, notamment dans le sud-est, Paris pour certains quartiers, parce que certains quartiers en manquent quand même, mais en tout cas dans le très urbain, dans certaines régions agréables à vivre, on a des concentrations de médecins, mais par ailleurs, on manque effectivement dans le Tarn de médecins libéraux, enfin généralistes, on manque aussi de beaucoup de spécialistes, parce qu'il y a des spécialités qui n'attirent plus, comme la psychiatrie, la pédopsychiatrie, la gynécologie, la gériatrie, j'en passe. Donc, même si on forme des médecins, il y a certaines spécialités qui ne sont pas choisis par ces jeunes médecins. Et on se retrouve effectivement en pénurie, notamment dans le département du Tarn, sur le sujet de la psychiatrie. On a une véritable pénurie de psychiatres. Donc, comment remédier à tout ça ? Alors, le sujet est très complexe. On n'a pas attendu la campagne électorale aujourd'hui pour en parler. On a fait le plan Ma Santé 2022 qui déjà a essayé de renforcer le réseau des professions médicales sur les territoires en créant les communautés médicales qu'on appelle les CPTS, en les renforçant. On a démultiplié les maisons de santé en accompagnant les collectivités locales avec l'ARS. On a travaillé sur le développement de la télémédecine aussi. Des choses qui se sont mises en place et quand elles sont bien faites, qui fonctionnent. Par exemple, sur Réalmont, on a une communauté médicale qui fonctionne très bien, on a des maisons de santé qui fonctionnent bien avec des médecins, mais parce qu'on a une volonté commune entre les élus locaux, les médecins, les services de l'État pour vraiment aller ensemble pour pallier au manque de médecins sur le territoire. Et ça fonctionne avec Rouillé, qui n'est pas sur ma circonscription, mais en tout cas, le bassin de vie fonctionne bien. Aujourd'hui, pour pallier au manque de médecins, qu'est-ce qu'on souhaite faire ? Il y a plusieurs sujets. Il y a d'abord, bien entendu, le sujet de la régulation de l'installation par le conventionnement, qui est un débat qui doit être ouvert. Ouvrir le débat du chantier de la santé. Le président de la République en a parlé. Ce chantier de la santé, on doit l'ouvrir en concertant tous les acteurs, je dis bien tous les acteurs, c'est-à-dire les associations de malades, les citoyens, les associations représentatives des médecins, les services de l'État, les collectivités locales. Et tout ça doit être discuté dans ce grand chantier, non seulement au niveau national, bien entendu, mais ça doit être discuté aussi au niveau départemental. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un département qui ressemble à un autre sur le sujet de la désertification médicale et du manque de médecins. Donc cette réflexion et ces grands chantiers doivent s'ouvrir par territoire pour avoir une réflexion très localisée. Et là, le rôle des députés
va être essentiel pour participer à ce grand chantier citoyen, je dirais, sur comment améliorer la présence des médecins sur les territoires. Il y a ensuite la possibilité d'aller vers une 4e année d'internat pour les médecins généralistes. Alors c'est vrai que c'est un peu particulier, c'est un peu technique, mais les médecins généralistes ne font que 3 ans d'internat par rapport aux autres spécialités. L'idée est de faire une 4e année, mais de la faire sur les territoires pour amener ces jeunes médecins à travailler sur nos territoires, à apprendre à aimer ces territoires et s'y installer comme d'autres le font malgré leur jeune âge. Il y a aussi la possibilité d'aller vers l'hôpital hors les murs, comme on l'appelle, donc avec une pratique partagée entre un hôpital de ville et des cabinets de médecins généralistes, à mi-temps à l'hôpital, à mi-temps dans un cabinet, avec la diversité de l'emploi, la possibilité d'être dans un milieu urbain avec les hôpitaux et d'exercer aussi en milieu rural, et la possibilité aussi d'avoir un suivi entre les patients que les médecins verront dans leur cabinet et le traitement qui pourrait en être fait dans les hôpitaux. Il y a aussi la possibilité à des professions de consulter sans avoir la nécessité de passer par des médecins. Donc, on a fait des propositions d'expérimentation sur les kinés, les orthoptistes. Il y a les infirmières en pratique avancée qui peuvent avoir aussi une possibilité de prescrire pour remplacer des médecins sur des ordonnances, je dirais, simples, mais c'est pas péjoratif. C'est-à-dire, voilà, elles ont la capacité, les IPA, à traiter certaines pathologies. Voilà, donc en fait, la solution, il n'y a pas de solution miracle. De toute façon, on est dans le creux de la vague. On paye 40 années, je dirais, d'aveuglement sur le sujet de la présence des médecins sur nos territoires. Nous, depuis 5 ans, on est en action. On est dans le creux de la vague quand même. On manque de médecins, on le sait. Les 10 prochaines années vont être très difficiles. Ce qu'il faut, c'est qu'on se mette tous ensemble, qu'on arrive à travailler tous ensemble. Et là, j'insiste, les médecins ont aussi leur rôle à jouer. Les collectivités, l'État, les citoyens, pour réussir à trouver des solutions d'ici à ce que les jeunes médecins formés sans le numerus clausus soient complètement formés d'ici une dizaine d'années, quoi. Voilà. Écoutez, votre réponse est très complète. Donc, effectivement, on voit que beaucoup de choses ont été faites, que donc le chantier est en cours, mais qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Et vous avez souligné la complexité, effectivement, de la question. Vous avez évoqué essentiellement, effectivement, les actions à mener vis-à-vis de la médecine libérale et des professionnels de santé libéraux. Vous avez un petit peu évoqué l'hôpital, mais donc finalement, on voit bien qu'il est important de coordonner l'ensemble des acteurs, même si donc il y a une prise de conscience qui est faite et qui explique justement le chantier mené. Donc, vous avez expliqué où on en était aujourd'hui, mais comment imaginez-vous à l'avenir l'amélioration encore plus forte des relations entre les professionnels de santé libéraux de ville et l'hôpital ? Je crois qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a une prise de conscience d'abord entre les hôpitaux et la médecine de ville qu'il est impossible aujourd'hui de répondre aux problématiques d'engorgement, par exemple, des urgences, sans avoir une présence de médecins généralistes sur les territoires, ne serait-ce que pour répondre aux besoins urgents des malades. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Les communautés médicales que j'ai évoquées, comme les CPTS, sont faites pour ça. Notamment sur Albi, il y a une CPTS qui est en cours de constitution. Bien entendu, l'hôpital est impliqué autant que les autres professionnels. Et c'est par le biais de discussions et de dispositifs comme la pratique partagée qu'on arrivera à faire fonctionner une cohabitation entre l'hôpital et les territoires. Tout à fait. Alors, pour compléter peut-être un petit peu et sur la question des hôpitaux qui sont au cœur aussi, on parle beaucoup, et notamment la crise Covid les a mis en avant, mais mis en exergue, même si les professionnels ont montré une énorme motivation et un grand professionnalisme. Donc, la situation de la crise sanitaire a mis en exergue les difficultés de l'hôpital public, mais qui ne dataient pas d'hier, de nombreuses décennies, si je puis dire. Alors, en 2016, les hôpitaux publics ont eu pour obligation de se regrouper au sein de groupements hospitaliers de territoire, donc en leur laissant une grande liberté du choix des périmètres géographiques. Alors, pensez-vous que cette liberté géographique qui s'est faite parfois sans lien avec les flux de population et ou sans intégrer le CHU de référence, et c'est le cas en l'occurrence pour le GHT du Tarn, puisque le CHU n'est pas dans le GHT proprement dit. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne chose? Et pensez-vous également que le fait que les cliniques privées, c'est le cas ici donc à Albi, il y a 2 grosses cliniques privées,
Pensez-vous que le fait que ces cliniques aient été exclues du dispositif ne crée pas un frein à une offre de soins efficace et coordonnée? Alors, il y a deux questions dans la question. Le sujet des GHT, la grande liberté que ça laisse effectivement aux hôpitaux de se constituer, peut être une idée très intéressante si elle est bien faite. J'ai pas l'impression dans le département du Tarn, puisque finalement le GHT s'est constitué de façon départementale, que ce soit une erreur de l'avoir constitué comme cela. Néanmoins, ça n'enlève en rien le fait que je pense qu'il faut renforcer le travail à faire avec le CHU de Toulouse sur un point qui me semble essentiel et qui pourrait à l'avenir être très intéressant, c'est-à-dire la formation des médecins. Le CHU de Toulouse forme les médecins de notre territoire. J'ai dans l'idée que former les médecins de la première année, par exemple, sur Albi, en partenariat entre l'hôpital d'Albi, l'hôpital de Castres, donc le GHT dans sa globalité, et le CHU de Toulouse, pourrait être intéressant pour avoir des médecins formés dès la première année chez nous, sur nos territoires, c'est-à-dire avoir une fac de médecine délocalisée quasiment. Je crois que ça existe par ailleurs, et qui, en action avec le CHU de Toulouse, pourrait former des médecins sur nos territoires qui créent leur vie ou construisent leur vie dès le départ sur nos territoires et amènent à rester ces jeunes étudiants vivre dans nos villes, dans nos communes, dans le département du Tarn. Donc je reste convaincue qu'il faut que les choses, quand on est libre de faire quelque chose, il faut que les choses soient faites en responsabilité, en cohésion. Il faut qu'un GHT soit cohérent et surtout qu'il ait la possibilité effectivement d'avoir une réflexion avec le CHU le plus proche, parce que je dirais que là, il n'y a pas de frontière entre Toulouse, Albi, Castres et le département du Tarn sur la problématique de former des médecins et de les avoir sur nos territoires. Oui, le rôle, le fait que les cliniques privées étaient exclues du dispositif du GHT, et est-ce que ça ne crée pas un frein finalement à une offre de soins efficace et coordonnée? Pour répondre à la deuxième question, c'est une question qui est très intéressante. Je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait dans les discussions, dans les échanges qu'on a pu avoir, le sujet du chantier sur la santé doit être ouvert aux cliniques qui exercent sur les mêmes bassins de vie que l'hôpital. Surtout que très souvent, il y a une complémentarité entre l'offre de soins à l'hôpital et l'offre de soins en clinique, et que la réflexion, à mon avis, elle doit être faite au sens large sur l'offre de santé, sur tout le département, que ce soit public ou privé. Oui. Tout à fait. Madame la candidate et députée sortante, c'est vrai que vos réponses correspondent à l'attente que j'attendais de votre part. Très bien, merci. Merci beaucoup pour vos questions. Patrick, merci beaucoup pour vos questions. Muriel, merci beaucoup de vos réponses. À très bientôt pour des prochains épisodes du podcast Avec vous, Muriel Roch-Etienne. À bientôt.